Merci, oui, juste quelques mots là-dessus, mais très rapidement, puisqu'on y reviendra un peu en fin de matinée. Mais en fait, alors déjà, j'ai pas à vous autoriser à dire compétences transversales ou pas, c'est vous qui décidez, bien sûr. Après, chacun ses représentations dans ce domaine, et en même temps, je fais cette réflexion parce que c'est bien une des difficultés à laquelle on est tous confrontés, c'est qu'on utilise une terminologie dont on pense que finalement elle est largement partagée par tout le monde, et en fait probablement chacun a ses propres représentations dans le domaine. Donc c'est pas si simple que ça. L'entreprise a ses représentations de ce que c'est que des compétences. Les offreurs de compétences, pour reprendre ce que disait Pascal Sanson ce matin, auquel je souscris tout à fait, les offreurs de compétences ont probablement chacun, les uns et les autres, leur propre représentation, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'en discuter, en fait. Ça, c'est pas de savoir qui a tort, qui a raison là-dessus, mais bon, voilà. Après, moi, j'ai mes convictions, effectivement, elles sont assez fortes. D'autres en ont des différentes. Voilà. Donc, c'était une première remarque. Alors après, sur les différents témoignages, alors je reviendrai sur les premières interventions de ce matin, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été dites, et mais ça, c'est plutôt soit en fin de matinée, soit en début d'après-midi. Juste par rapport à quelques éléments, puis après je donnerai la parole à Jean-Luc, je ne vais pas monopoliser trop longtemps. Effectivement, l'idée de compétences transversales, ou l'idée que dans les entreprises on a besoin d'avoir des gens qui ont certaines possibilités d'action, qui vont être effectivement de respecter des plannings, qui vont être de pouvoir formaliser un peu de l'information, etc. Tout ça, on peut l'appeler de la compétence, c'en est probablement. C'est pas lié au diplôme, même si moi je ne fais pas du tout l'opposition entre diplôme et compétence. Le diplôme est une assez bonne présomption de compétence, assez bonne, mais pas forcément suffisante. Et puis ceux qui n'ont pas de diplôme, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de compétences, bien évidemment. Donc là-dessus, ça sera effectivement à creuser. Et l'idée qu'on puisse retrouver, quels que soient les secteurs d'activité, ce même type d'éléments me choque pas du tout. Et après, l'approche de l'entreprise, effectivement, est quelque chose de très intéressant parce que, là aussi, pour reprendre l'expression de Pascal Sanson, il y a des offreurs d'un côté, il y a des demandeurs de l'autre. Sauf qu'il faut que les demandeurs sachent ce qu'ils veulent. Et pour les aider à savoir ce qu'ils veulent, il faut aller les voir et puis leur fournir le bon questionnement éventuellement. Et ça, c'est une réelle difficulté parce que sur un marché, si je puis dire, parce que si on parle d'offreurs et de demandeurs, méfions-nous, on se situe sur un marché. Peut-être c'est une étape de la réflexion, mais c'est sans doute une étape qu'il va falloir qu'on dépasse assez rapidement, mais on y reviendra aussi un peu plus tard. Donc sur ce marché, il faut que les uns puissent montrer ce qu'ils savent faire, les offreurs, et puis les autres aussi poser les bonnes questions, avoir les bonnes descriptions de ce dont ils ont besoin, pour pouvoir faire ce rapprochement entre les deux. Donc voilà, c'est une première réflexion par rapport à ce qui a été dit. Alors je ne sais pas, Jean-Luc, si tu veux ajouter quelque chose. Deux, trois choses. Alors moi, je suis pas sur le même volet que Francis. Lui, c'est l'expert compétence. Alors moi, je suis pas expert plutôt sur les systèmes institutionnels, sur le montage, sur les territoires, etc. D'ailleurs, à cet effet-là, vous avez les 2 numéros d'éducation permanente que j'ai coordonnés, donc on pourra avoir l'occasion d'en reparler. Alors moi, juste 2, 3 remarques à chaud comme ça. La simple composition de cette journée, la simple composition des gens qui sont dans la salle, la simple composition des gens qui sont sur les tribunes est déjà quelque chose de tout à fait singulier, pour moi. C'est-à-dire mettre ensemble des gens de la formation, de l'insertion, du développement économique, des pays, de l'État déconcentré, des structures décentralisées, etc., etc. Rien que ça, c'est déjà, dans le monde de la formation aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est un événement. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, ou pas suffisamment. Mais moi qui travaille sur la formation professionnelle depuis 30 ans, ce qui caractérise ce monde-là, c'est le cloisonnement. Donc simplement cette journée et la démarche, les deux étant ensemble, on est déjà dans quelque chose de tout à fait spécifique, novateur, en devenir, etc. Mais je redévelopperai ce point-là. Mais je voulais, parce que en vous entendant parler, j'ai vraiment l'impression que tout ce que vous dites va un peu de soi. Alors on me dit évidemment, Gasset, c'est difficile, c'est long, on ne voit pas, il y a aussi des difficultés, mais je ne suis pas certain que vous soyez tous, conscients de l'originalité, de la singularité de ce qui se passe dans l'organisation des institutions, de la formation, de l'emploi, etc. Donc ça un premier point. Le deuxième point, parce que je reprends tout à l'heure, c'est sur cette démarche inversée.
c'est pareil, ça, et tel que l'a présenté Pascal Sanson, ça a l'air presque, bah oui, c'est bien, on a une idée, mais c'est presque évident. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la révolution copernicienne que ça suppose dans le monde de l'enseignement et de la formation professionnelle, cette affaire? Et on renoue avec ça, avec les démarches de Bertrand Schwartz, de tout à fait à l'origine du développement de la formation professionnelle dans les années 60-70. Bertrand Schwartz, il disait, tout le système d'enseignement français fonctionne de manière sélective par l'échec sur la différentielle de compétences que les gens n'ont pas. Et lui, il dit, mais notamment la formation des adultes et notamment les publics en difficulté, il faut faire tout à fait l'inverse. Ils ont des compétences, il faut au contraire s'appuyer sur les compétences qu'ils ont. Ça fait quand même 40 ans qu'on le sait, qu'on le dit, sauf que le système de l'enseignement supérieur, de la certification professionnelle des diplômes, et même du monde de la formation professionnelle en général, n'a pas vraiment acté ça. Donc vous êtes là dans la mise en œuvre concrète de quelque chose qui est à la fois ancien, mais qui est vraiment une sorte de tsunami pédagogique, quoi. Puis la troisième chose, mais ça c'est une évidence, c'est l'émergence des territoires. C'est-à-dire que le territoire, dans la démarche Gasset, et ça, alors évidemment, je vous renvoie au numéro d'éducation permanente, historiquement, on considère le territoire comme le lieu d'application des politiques publiques ou privées. Et là, dans l'opération Gasset, alors c'est pas que dans l'opération Gasset, il y a d'autres opérations qui font ça, mais le territoire est un acteur. Ce qui est bien, ça veut dire que c'est aussi une révolution copernicienne, mais du coup, ça pose aussi tout un tas d'autres questions. C'est quoi le territoire? On aura l'occasion d'y revenir. En tout cas, il y a vraiment au moins 3 éléments extrêmement importants qui, à long terme, parce que cette opération est vraiment du long terme, bien au-delà du terrain de Nevers, ces 3 innovations-là sont des innovations structurantes, à mon avis, à long terme, sur le monde de l'emploi et de la formation professionnelle.